Bonjour à tous, dans la série des rois sans couronne, aujourd'hui on va parler d'un joueur qui s'appelle Erik Lundin, qui ne doit pas vous dire grand chose parce que c'est vraiment un joueur du grimoire, c'est un joueur un peu obscur. C'est un très fort joueur suédois qui a, si vous tapez son nom sur YouTube, vous allez tomber sur son homonyme qui est un rappeur, un jeune rappeur suédois très populaire là-bas, mais donc qui n'a rien à voir avec le mec dont on va parler aujourd'hui. Nous on va parler d'un champion de Suède qui, pour la petite histoire, était d'abord un champion de Stockholm et ensuite un champion de Suède. J'ai joué dans le même club que lui il y a quelques années quand j'habitais moi-même en Suède il y a 3-4 ans, au club de Vasa, ça s'appelle. Et ce grand maître, Erik Lundin, c'est un mec qui était au mieux 15e mondial dans les années 40-50, qui a représenté la Suède dans les Olympiades, donc c'était vraiment une figure centrale. Il était un peu dans l'ombre d'un autre très fort joueur qui s'appelle Stalberg, dont on parlera peut-être dans une vidéo future. Et on va se concentrer sur une partie qu'il a jouée au tournoi de Groningen aux Pays-Bas, je ne sais pas comment il faut dire. Encore une fois, s'il y a quelqu'un qui maîtrise le néerlandais, il faut qu'il me dise dans les commentaires. Et c'était un tournoi qui était juste après la Seconde Guerre mondiale en 1946. C'était pas facile parce que tout était arrêté, il n'y avait plus de gros événements, de gros tournois d'échecs mondiaux pendant évidemment les deux conflits mondiaux. Donc c'était un tournoi qui a réussi à continuer à exister, qui a été un tournoi majeur pendant plusieurs années au siècle dernier. Et il a remporté donc un prix de beauté dans ce tournoi-là en 1946 contre un très fort joueur qui s'appelait Szabo, qui était un joueur hongrois. Et c'est un peu un modèle du genre dans l'attaque sur un grand roc dans une sicilienne. On va voir une partie où il avait les noirs et qui donc lui a valu le prix de beauté dans ce tournoi. On va donc passer à l'analyse de la partie entre Szabo, donc le joueur hongrois, et Erik Lundin. C'est une sicilienne, donc comme vous pouvez voir ici, c'est une variante qui est hyper aiguë, de sicilienne ouverte. Donc on va passer rapidement sur l'ouverture parce qu'on ne va pas discuter de théorie pour des parties aussi anciennes, et aussi parce que je ne suis pas un expert de cette défense. Mais on peut voir tout de suite que dans la position qu'on a sous les yeux à ce moment-là, on voit que les noirs n'ont pas roqué, que les blancs ont avantage d'espace avec ces deux pions au centre, le cavalier qui trône en D4, mais les noirs ont le roi au centre. Et donc ça c'est un choix de retarder le roc pour les noirs. C'est un choix qui est un peu risqué parce que si le centre venait à s'ouvrir, les noirs peuvent se faire violemment agresser avec le roi qui est bloqué au milieu. Par contre, les blancs ont déjà donné l'adresse, ils ont déjà mis le roi en C1. Et donc on sait que les noirs vont plutôt chercher à attaquer sur l'aile dame et que l'attaque des noirs elle fait souvent très mal en fait au roi en C1. Donc on passe les prochains coups. Donc tour C8 c'est un coup logique pour augmenter la pression sur la colonne C sur le roi qui est au bout. Cavalier B3, B5 c'est le premier coup on va dire porté au roc des blancs. Et on voit qu'il y a des idées qui commencent à apparaître. Il y a peut-être installer plus tard une pièce en C4, il y a pousser B4. Tout ça, c'est des thèmes assez connus dans ces positions-là, qui sont souvent des positions soit de roc opposé, soit roi au centre versus grand roc. Fou F3, cavalier A5. Et l'idée de Lundin, en fait, avec cavalier A5, c'est juste d'échanger, d'enlever un défenseur sur le roi des blancs, c'est-à-dire le cavalier B3. Et en même temps, quand il récupère comme ça en prenant en A5 avec sa dame, il menace tout de suite B4 et de manger en A2. Et donc il y a tout de suite une menace concrète à résoudre pour les blancs, c'est-à-dire qu'il faut trouver une défense au pion A2. Donc roi B1, c'est un coup logique, B4, cavalier E2 et E5. Et maintenant avec E5, c'est un gros choix aussi en termes stratégiques parce que ça fige, enfin c'est en train de bloquer le centre, ça fige le pion en E4 pour les blancs, ça ferme au centre, mais par contre ça donne la case D5, ça fait une faiblesse en D6, et tout le pari des noirs c'est de se dire que cette case forte en D5 ici, et ce pion arriéré en D6, c'est pas un problème en fait à long terme, et que l'attaque qu'ils vont générer sur le roi des blancs est largement suffisante pour pas avoir de problème avec ces faiblesses-là de long terme, ou des faiblesses statiques. Cavalier C1, petit roc enfin, cavalier D3, et là on rentre dans la séquence où ça commence à devenir vraiment très concret en fait pour les deux joueurs, puisque Lundin joue tour C4, et tour C4 c'est un coup qui pose une question aux blancs, ça va être comment est-ce que les blancs vont pouvoir défendre et le pion E4 qui est ici en prise, et en même temps comment est-ce qu'ils vont résoudre le problème du pion C2, puisqu'on sait que si on joue tour C4 c'est pour doubler les tours sur la colonne C souvent. En même temps la tour elle protège le pion B4 que le dernier coup des blancs venait d'attaquer, le cavalier en D3 avec la dame. Et donc là, on a une position qui est d'un coup hyper complexe, et le choix des blancs ici, c'est assez malin, le coup qu'ont joué les blancs, c'est A3. L'idée, c'est quoi? C'est que, en gros, si maintenant les noirs croquent en E4, en fait, après fou prend, tour prend, et cavalier prend B4, la position, elle s'est un peu complexifiée, le cavalier va avoir accès à une case forte en D5, et c'est la case forte dont je vous parlais tout à l'heure, que les noirs ont abandonné quand ils ont poussé E5. Et donc la partie serait compliquée, ça a l'air plutôt pas mal pour les noirs, mais Lundin, il a préféré un autre choix sur A3. En même temps, A3, c'est aussi un coup qui appuie sur le vis-à-vis entre les deux dames. On voit que la dame des noirs en A5, la dame de Lundin, elle n'est pas protégée, et donc le pion B se retrouve cloué. Et les noirs aimeraient bien jouer B prend A3 dans de bonnes conditions, mais en fait là, pour l'instant, c'est pas une option. Donc dame C7 d'abord, pour rapatrier la dame. La dame ici, elle protège E5, elle accentue la pression sur C2, et en même temps, maintenant,
il y a ce vis-à-vis entre les deux pions qui est vraiment un problème pour les blancs en fait, puisque si les noirs peuvent rejouer, ils vont tout simplement manger le pion A3 et il y aura des courants d'air sur le roi des blancs en B1. Et donc, après cavalier prend B4, A5, et là ça devient très concret, parce que soit le cavalier repart, et en fait on a réussi à ouvrir des lignes, et en plus, puisque la colonne B s'est ouverte maintenant, et en plus il y a ce problème du pion E4 à régler, soit, comme dans la partie, les blancs jouent B3, en posant la question à la tour, et là, il faut prendre une décision concrète, et c'est pour ça vraiment que cette partie, pour moi, mérite le prix de beauté qu'elle a remporté. C'est que ici, peut-être beaucoup de joueurs sauveraient leur tour et reculeraient avec la tour, mais il y a mieux, je vous laisse faire pause si vous voulez analyser un peu et réfléchir. En fait, c'est un moment où le roi des blancs en B1, il commence à être un peu dans la sauce, parce que les lignes se sont ouvertes, la colonne C est ouverte, la colonne B est ouverte. Le roi, c'est une cible en fait au bout de la colonne. Et donc là, plutôt que reculer la tour et jouer un coup que beaucoup de gens auraient joué peut-être machinalement sans réfléchir, ici, Lundin, il a mangé le cavalier, il a fait donc un sacrifice de qualité pour obtenir cette position-là. Et là, c'est important de faire une espèce de petite pause dans votre analyse pour comprendre pourquoi, au-delà de l'ouverture des lignes, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'amener ce changement de structure de pion. C'est parce que, en fait, ici, le roc des blancs, ok, il est ouvert, mais il y a aussi des pions doublés qui sont apparus, il y a un pion isolé en A3, et la faiblesse ici en C4, elle est terrible à gérer pour les blancs en fait. Il y a des faiblesses partout sur case blanche autour du roi, ça va backfire très vite pour les blancs qui ont juste croqué le matériel, ils ne se sont pas posés plus de questions que ça. Et là pareil, c'est des moments où il faut être un peu subtil. Ici les noirs, ils ont joué tour B8. Tour B8, l'idée c'est qu'on peut différer un peu la prise du pion en A3, on préfère le faire avec échec, avec toujours l'idée qu'il y a cette citation, je pense que vous connaissez, de la menace est plus forte que l'exécution aux échecs, on menace de prendre et de faire échec en même temps. Dame D3, et pareil ici, peut-être que beaucoup de joueurs prendraient tout de suite, mais prendre c'est un très bon coup, mais le roi va se cacher en A1 et c'est pas dit qu'il y ait une suite évidente dans l'immédiat. Ici les noirs ont joué fou E6, ce qui fait beaucoup plus mal en fait, qui pose la question aux blancs de comment défendre ce pion en C4. Pour défendre le pion en C4, les blancs, ils n'ont qu'un moyen, puisque le pion a attaqué deux fois. Il est attaqué par notre fou en E6 et par notre dame en C7, il est défendu que par la dame en D3. Donc les blancs doivent rajouter un défenseur, c'est le fou en E2. Et là, on commence à voir qu'il y a une espèce de pâté de pièces qui n'est pas hyper esthétique. Là. La dame en D3, le fou en E2, c'est un peu bizarre. Toutes les pièces des blancs commencent à être bloquées. Il y a toujours cette menace d'ouverture de la colonne B avec échec qui est dans l'air. Et donc, en fait, là, il y a un coup encore pour incrémenter la pression. C'est dame B7, qui est un très joli coup. On double sur la colonne B. C'est-à-dire qu'il y a une double pression de la dame et de la tour sur le roi qui commence à transpirer en B1 parce qu'il sent que tout va péter, tout va s'ouvrir sur la colonne B. En même temps, la dame, elle tape le pion en E4 une deuxième fois. Et donc tous ces éléments conjugués, ça fait que la pression, elle devient terrible là, sur les noirs, puisque quand le cavalier va sauter en E4 pour manger le pion, il pourra ensuite par exemple passer en C3. Et donc là, le roc est en train d'exploser complètement sans qu'on ait joué de coups, sans qu'on ait pris en A3, sans qu'on ait eu besoin de faire l'effort en fait, d'ouvrir les lignes tout de suite. A prend B4. Alors l'idée là des blancs c'était quoi? C'était que sur dame prend B4, ils puissent jouer dame B3 pour proposer un échange de dames. Et c'est assez malin entre guillemets dans le sens où la tour en B8, elle n'est pas protégée. Donc on ne peut pas repartir avec notre dame et refuser l'échange de dames. On serait obligé d'échanger les dames, ce qui doit être très bien aussi pour les noirs parce que la position des blancs est catastrophique. Mais les blancs seraient ravis de se débarrasser des dames dans une position aussi aiguë. En fait, là les noirs ont joué cavalier prend E4 et gardent la menace de manger en B4 quand ils en auront, quand ils voudront quoi. Après cavalier prend E4, les blancs ont joué fou 1 pour protéger le pion B4. Donc c'est logique. Par contre, encore une fois, ça accentue cette idée dont je vous parlais précédemment, c'est-à-dire c'est juste regarder ce pâté de pièces là, qui est terrible. La tour H1, elle va jamais jouer. Donc si on est dans une position comme ça où le rapport matériel c'est une qualité, donc une pièce mineure pour une tour, ce qui est le cas ici, donc les noirs ont le cavalier E4 en échange d'une tour, ben, c'est toujours risqué de sacrifier du matériel. Par contre, si vous avez ce cavalier E4 que je vous laisse là, en échange de cette tour H1, qui joue pas du tout, ben, c'est le matériel sacrifié, en fait, il compte pas vraiment, puisque la tour en H1, elle a aucune valeur dans la position, tandis que le cavalier en E4, il est stratosphérique, quoi. Et donc, dans cette position-là, il faut plutôt faut essayer de jouer pour l'activité, il faut essayer d'ouvrir des lignes. Donc là, je vous laisse mettre pause aussi pour trouver le prochain coup des noirs, qui n'est pas un coup forcément hyper spectaculaire, mais qui est un coup hyper concret et qui permet de finir la partie dans de meilleures conditions. Il a joué D5. D5, c'est un coup monstrueux. Pourquoi? Parce que les noirs ont cette paire de fous en E6 et en E7. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut libérer en gros son mauvais fou qui était en E7. Regardez si je remets au coup d'avant. Le fou tapait sur du béton. Il était bloqué par son propre pion en D6. Après le coup D5, on ouvre une diagonale sur le pion B4 qui protège le roi blanc et on commence à jouer avec toutes nos pièces. En même temps, D5, ça va faire sauter aussi le centre. Ça fait que ouvrir et c'est ce qu'on veut faire quand on a une attaque contre le roi de l'adversaire, comme c'est le cas maintenant.
Les blancs ont joué C3, et C3 c'est un coup logique puisque ça crée une chaîne de pions, ça renforce on va dire le point faible en B4. Par contre, je vous laisse encore une fois mettre pause et réfléchir à la concession que ça fait C3 immédiatement. C3, ça a un problème tout de suite qui a dû vous traverser l'esprit j'espère, c'est que ça affaiblit la diagonale ici. Et cette diagonale-là, évidemment, les noirs ils vont en profiter très vite. Les noirs ont joué pion prend, gagne un pion, attaque la dame, dame C2, et tout de suite fou F5. Et là, pour les blancs, je vous parlais de pâté de pièces, là il y en a un nouveau qui est apparu sur cette diagonale-là, et on sent que ça va mal se passer, quoi. Quand on a la dame alignée devant le roi qui est un fou qui regarde comme ça, il commence à y avoir des problèmes. C'est-à-dire que là, on menace par exemple cavalier prend avec échec, et ensuite fou prend dame. Donc là, la position elle est en train d'imploser pour les blancs. Donc avec les blancs, il a joué roi C1, avec une idée en tête qui est d'essayer de sacrifier la dame pour le maximum de matériel possible, puisqu'il a déjà une qualité d'avance. Il se dit, si j'arrive à récupérer beaucoup de pièces avec la qualité que j'ai déjà en stock, bah, ça fera que j'ai sacrifié ma dame pour par exemple 3 pièces et je vais retomber sur mes pattes, quoi. Cavalier G3, donc découverte, attaque la tour, protège le fou et attaque la dame en même temps. Et l'idée des blancs, c'était donc fou prend G3, gagne une pièce, fou prend dame, roi prend. Et là, si on fait le bilan, on voit qu'il y a tour et fou contre la dame dans la position. Donc ça reste petit avantage matériel pour les noirs, mais les blancs ont l'impression que de l'attaque, ils n'ont pas matériellement, elle leur a pas coûté si cher que ça. Sauf qu'en fait, c'est pas qu'une histoire de rapport matériel dans cette position, il faut continuer à jouer pour l'initiative ici avec les noirs. Et donc les noirs ont joué E prend F4, qui est hyper logique puisque ça ouvre des lignes. Donc tout ce qui ouvre des lignes va poser des problèmes au roi en C2. Et en même temps, ça pose des problèmes très concrets parce que le coup qu'on aura envie de jouer, c'est fou prend F4. Sauf que fou prend F4, il y a tout de suite un problème à cause de l'échec et de la fourchette dans tous les sens ici. Et tout ça, c'est lié au fait que le roi en C2, en fait, c'est une pièce pas protégée du tout qui se balade dans la nature et sur laquelle on peut faire échec et récupérer du matériel tout le temps avec les noirs. Donc sur reprend F4, les blancs jouent un coup intermédiaire, fou F3 pour attaquer la dame et interdire l'échec en E4. Dame C8, et toujours la même idée, c'est-à-dire que si fou prend F4, dame F5, échec, fourchette, pose un gros problème aux blancs. Donc sur dame C8, les blancs sont obligés de partir et de jouer fou F2. Et en fait, l'attaque s'arrête pas là. Pour autant, ça c'est vraiment hyper important, c'est qu'une fois que l'attaque est finie, qu'on a gagné un peu de matériel, c'est-à-dire comme là, dame et pion pour tour et fou, c'est pas forcément le moment d'arrêter l'attaque si le roi de l'adversaire reste vulnérable. S'il n'y a plus d'attaque et que l'adversaire a pu défendre, effectivement, il faut passer à un autre plan. Par contre, là, le roi en C2 reste exposé, donc dame F5, échec, roi B2. Et là, pareil, est-ce qu'on va laisser le roi se cacher ? En fait, on va plutôt chercher un moyen d'exploser la protection du roi. Et donc, c'est le finish de cette partie par Lundin. C'est donc une grosse partie d'attaque. Je vous laisse mettre pause, mais je pense que beaucoup d'entre vous vont trouver le coup. Fou prend B4. On fait sauter la chaîne de pions devant le roi. Et après, C prend, tour prend. Là, le roi est dans un réseau de maths. Il y a et le pion, et la tour, et la dame qui le regardent. Et en même temps, ces pièces-là que je vous mets ici, la tour H1, le fou F2, le fou F3, participent pas du tout à la défense du roi. Et en fait, le roi est tout seul contre 3 pièces. Roi C3, tour B3, roi D2 et dame E5. Et là, en fait, on est dans un réseau de maths déjà. C'est-à-dire que si les blancs veulent jouer un coup logique, par exemple tour 1, il y a dame B2 qui mate tout de suite. Et donc, dans cette position, les blancs ont abandonné, puisqu'il n'y a absolument plus rien à faire pour empêcher le mat d'arriver. C'est-à-dire que le roi se fait attaquer de tous les côtés et il ne peut pas rentrer se cacher de ce côté-là. Il est gêné par ses propres pièces et surtout, il est coupé par la dame. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette partie ? C'est que dans cette position où les noirs avaient retardé autant que possible le petit roc, ils n'avaient pas décidé où est-ce qu'ils allaient, les blancs ont donné l'adresse peut-être un peu tôt en faisant grand roc, et dans l'exercice de démolition du roc des blancs qu'on a vu, c'était pas tant le matériel qui importait, le matériel sacrifié, c'était vraiment ouvrir des lignes, et il faut penser à, quand vous gérez vos attaques dans vos parties, il faut essayer de s'inspirer de ce genre de conduite de partie, c'est-à-dire que le coup de D5 par exemple qu'on a vu, je vous le remets ici, le coup de D5 ici, c'est un coup qui est fondamental pour ouvrir des lignes dans la partie. C'est pas parce que vous avez du matériel en moins que vous avez sacrifié que il faut pas chercher à jouer thématiquement. C'est-à-dire qu'on est en train d'attaquer, on sait qu'il faut ouvrir des lignes sur le roi adverse, donc on cherche à changer la structure de pion pour ouvrir des courants d'air sur le roi. Et très vite, la position des blancs s'est effondrée en fait dans la partie. Et c'est grâce à ça qu'il a remporté le prix de beauté au tournoi dont je vous parlais précédemment face à ce joueur hongrois qui était un joueur très très fort pourtant, mais qui ici s'est fait maîtriser comme un débutant.